Vous vous souvenez certainement des chiffres plus que douteux de la participation socialiste aux primaires. On a d'abord sous-évalué les votants, mais ça faisait tellement d'argent en trop qu'on risquait de tomber pour blanchiment. Du coup, on a rajouté 300 000 votants pendant la nuit, et comme ça, la brigade financière ne s'est pas penchée sur l'affaire. Ouf. Mais des gens qui avaient l'esprit mal tourné ont observé qu'avec 300 000 votants de plus, qui avaient été soi-disant oubliés dans le premier décompte, le pourcentage de chaque candidat n'avait pas bougé à la primaire et que c'était bizarre. Depuis, plus personne n'en parle. Comme vous l'avez vu, la justice n'a pas été saisie. En tout cas, à cette occasion, dans notre village, tout le monde y est allé son anecdote à propos du bourrage des urnes et des irrégularités en tout genre. Et cette année, la question est évoquée avec insistance parce qu'il y a beaucoup de sympathisants de Marine Le Pen qui croient qu'on va lui voler une victoire, qu'ils la sentent donc à leur portée, et ils le disent à tout le monde, tellement que ça devient presque fatigant. Sur le ton, vous savez, de toute façon, ils vont s'arranger pour gagner quand même. Et quoi, j'espère que ça ne vous gêne pas que j'en parle. Ne pas parler de Marine Le Pen quand on décrit la vie d'un village de campagne, ça serait très malhonnête. Personne ne comprendrait que je fasse l'impasse, car chez nous, on ne parle que de ça. Alors, a-t-elle des chances ou non? Et si elle en a, peut-on lui voler sa victoire ou non? Les gens se posent cette question, ils me la posent, donc je me la pose devant vous. J'ignore comment ça se passe dans les grandes villes, mais une chose est certaine, c'est que si on veut vraiment trafiquer le résultat du vote, dans les communes moyennes et petites, qui représentent la moitié de la population française quand même, c'est possible. Il y a d'abord, j'en ai déjà parlé, l'intimidation directe avant le vote. L'intimidation de famille ou de clan tout entier, ça marche pour tout, donc on se demande pourquoi ça ne marchera pas pour le vote. Si on vous soupçonne de mal voter, on vous prévient qu'on ne veut pas vous voir près du bureau de vote, et puis c'est tout, c'est aussi simple que ça. Ensuite, il y a l'entrisme parmi les assesseurs, la présence physique aux abords du bureau. Si les 3/4 des présents autour de l'urne sont du même bord politique, il faut braver les regards de ces gens et l'ironie. C'est très fréquent dans les petites villes. Et dans les tout petits villages, c'est encore plus fréquent. Et puis il y a aussi les vieilles dames qui ne prennent qu'un seul bulletin pour aller à l'isoloir et qui montrent ainsi à leur entourage qu'elles votent comme on leur a dit. Et puis il y a les vieux messieurs qui prennent eux plusieurs bulletins au contraire et à qui on dit, presque menaçant, « Alors Jean-Louis, on fait des mystères ?» Et puis il y a ceux et celles qui n'ont pas toute leur tête et qui sont influençables. Eh bien ceux-là, soyez tranquilles, on ne manque pas de les influencer. Quand un monsieur de 87 ans vous demande quand se terminent les vacances de février alors qu'on est en mai, quand il vous demande si c'est pour élire le maire alors que c'est une présidentielle, quand il vous dit qu'il ne veut pas voter pour Macron alors qu'il n'est plus dans la course, vous comprenez rapidement que vous pouvez l'influencer. Quant aux handicapés mentaux sous tutelle, une association, au mois de janvier, militait pour supprimer le contrôle du juge qui pouvait les priver de vote s'ils étaient trop atteints parce que c'était une mesure, disait l'association, discriminante. Oui, c'est sûr, priver les tétraplégiques de Marathon de New York, c'est aussi très discriminant. Je ne sais pas ce qu'il est advenu de cette proposition de faire voter les handicapés mentaux sans l'avis du juge, mais elle est intéressante. Elle témoigne que la gauche est vraiment prête à tout pour ne pas perdre cette année. Si vous êtes prêt à dire ce que vous savez sur la question, ne vous en privez pas, merci.